Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse à un sujet psychologique, sociologique. Peut-on être un ami avec ses subordonnés? Est-ce qu'on peut être très cool, à la cool, comme disent les jeunes? On va en parler avec Clara Lévy, dirigeante de MTH Coaching. Elle va tout nous dire, elle est notre invitée. Le cercle RH, que dit le burn-out de notre époque? C'est le mal du siècle, le mal de l'entreprise qui frappe des collaboratrices, mais aussi des collaborateurs. On en parlera avec deux experts de ce sujet, Bénédicte Costé-Doat-Lamarck et Aude Nazerolas, deux experts, deux spécialistes pour faire le point sur ces enjeux de burn-out. Et puis on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, le pouvoir du storytelling sur une carrière. Oui, effectivement, montrez-vous, visibilisez-vous. On en parlera avec Steve Oukponou. Il est storyteller, un expert du sujet, auteur d'un livre Devient visible, sorti chez Vuibert. Ce sera la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la relation entre les collaborateurs et les managers avec Clara Lévy, que je salue. Bonjour Clara, Bonjour Arnaud. dirigeante de MTH Coaching. Vous vous êtes posé et vous avez creusé ce sujet. Peut-on être ami avec ses subordonnés? C'est-à-dire un manager peut être à la cool avec ses subordonnés, qui est un vrai sujet parce que ça ouvre plein de portes autour de un peu de démagogie, un peu de populisme, on achète la paix. Ça ouvre tous ces sujets. D'abord, pourquoi l'idée d'un manager, pourquoi l'idée d'être un manager sympa? D'abord, pour commencer par le début. Bah, déjà, c'est hyper séduisant d'être un manager sympa. Évidemment, ça renvoie une image hyper positive, hyper valorisante pour le manager. C'est rassurant pour les équipes, surtout dans un contexte aujourd'hui qui est compliqué, où il y a pas mal de tensions dans les équipes. Et les managers ont envie de rompre avec l'image plus traditionnelle du manager qui est dur, qui est autoritaire, qui est cassant. Donc il y a un côté, oui, très très tentant et très séduisant, d'y aller et en même temps, ça peut générer, quelques risques et alors peut-être je voulais aussi rajouter pourquoi est-ce que c'est tentant d'aller, vers le côté sympa? C'est aussi parce que souvent quand on passe manager, on va un peu dans un autre monde, c'est-à-dire on est du côté, Mmh. entre guillemets «des méchants» ou des vendus et Et on fait des cetera. réunions un peu en dehors de l'équipe. Voilà et donc on s'éloigne un peu, de la masse et donc on a cette envie, de rester un peu en proximité, avec les équipes. Et puis il y a une notion de facilité, enfin, on y reviendra peut-être, mais il y a un petit côté facile. C'est plus facile d'être sympa que d'être, dur et autoritaire et de dire les choses. Quand même, quand même, vous pointez du doigt un certain nombre de difficultés dans cette attitude du manager sympa. Ça pose quelques problèmes. Oui, évidemment que ça pose des problèmes parce que il faut pas que la proximité, se fasse, au détriment d'autres choses et donc finalement une question à se poser, c'est quand je, préserve la relation, qu'est-ce que je ne préserve pas à côté? Est-ce qu'il y a un impact sur l'intérêt collectif? Est-ce qu'il y a du favoritisme? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont soit pas prises, soit retardées? Ça crée de la confusion aussi, quand il y a, confusion des rôles, Mmh. copinage et cetera donc ça apporte du flou, le flou apporte de l'incertitude et finalement on arrive à produire l'effet inverse de ce qu'on attend, avec, peut-être plus de stress et évidemment pour le manager, il peut aussi tomber dans un manque de crédibilité, Ça, ce c'est vrai. qui, va être vraiment, ce qui peut être très pénalisant pour lui. Mais un manager, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être aimé? Et je mets à la place manager, on peut mettre parent. C'est intéressant parce que c'est aussi un peu la relation qu'on peut parfois avoir avec les enfants en étant archi cool, le papa copain, qui parfois, a besoin de redevenir un peu le papa sévère et c'est un peu pareil pour le Ouais, manager. c'est un peu C'est pareil. pas Moi, si je dis facile. parfois à mes enfants que, je suis pas leur copine Et et ouais, le manager, effectivement, n'est pas le copain, de ses collaborateurs. Il est plutôt là pour être un repère et effectivement, on peut continuer le parallèle avec les parents et il est là pour être, responsable et responsabilisant et respecté, davantage qu'être, un pote. Après, bien sûr, c'est important d'être, sympa, mais oui. d'être humain, d'être bienveillant et c'est toute la question, c'est où est-ce que je passe le curseur? Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'idée, c'est que c'est pas un retour à la verticalité, à l'autoritarisme, hein, que vous développez et que vous portez, Ah si non, pas j'entends du tout, bien. ouais. Mais en même temps, il faut trouver quoi? La bonne distance, le juste milieu et être capable quand même de recadrer, même lorsqu'on est sympa. C'est ça le sujet. Bah, c'est en fait, c'est exactement ça, c'est trouver le bon dosage pour être juste,
pour, poser un cadre, pour savoir poser des limites et donner de la liberté, à l'intérieur du cadre. Et moi, en tant que coach, il m'arrive assez souvent d'accompagner, des managers qui, alors est-ce que c'est pour être sympa? Est-ce que c'est parfois par manque, de courage managérial? Mais en tout cas, c'est souvent pour, ne pas blesser, pour, préserver la relation parce qu'ils pensent que ça va contribuer à créer une relation de confiance, n'osent pas dire les choses, n'osent pas faire des feedbacks quand ils sont, négatifs et ça, c'est, hyper dommageable parce que le feedback déjà, il est un outil de développement au service de la personne et puis quand il y a, effectivement, des messages à passer, bah, c'est important de le faire et ça fait partie de leur rôle. Être sympa peut-être en mettant des guillemets autour de ce mot qui est en fait un mot valise, c'est peut-être aussi être aussi à l'écoute, être dans une forme d'empathie, c'est aussi ça le Oui, rôle du manager. oui et c'est On dit: «Lui, ah, il est sympa parce qu'il m'a écouté en fait». ouais, en fait, c'est sécurisant d'avoir un manager qui écoute, qui comprend. Mais alors, moi, j'aimerais revenir aussi sur ce que c'est qu'écouter, parce que pareil, dans mes coachings, j'entends parfois des managers qui me disent: «Oui, mais moi, écouter, mon collaborateur qui me raconte son week-end, ça m'intéresse pas». Mais en fait, il est pas question de ça. Ou alors à l'inverse, il y en a qui me disent: «Moi, je suis sympa parce que, J'écoute son je week-end. discute, du barbecue, qu'on a fait dimanche» et cetera. Et en réalité, c'est pas ça qu'on met derrière l'écoute active. C'est, quand ça va pas, est-ce que je sais identifier les signaux faibles? Est-ce que je c'est le sujet aussi que vous allez adresser tout à l'heure avec le burn-out, mais, est-ce que je suis capable de voir ça? Qu'est-ce que j'en fais? Faire preuve d'empathie, faire preuve de bienveillance et la bienveillance ne veut ni dire la complaisance, ni les, et on peut être bienveillant et être exigeant. Vous, vous portez cette phrase: «À trop vouloir protéger la relation, qu'est-ce que je risque de ne pas protéger?» Je la trouve très intéressante. Ouais, effectivement, je trouve que c'est intéressant de se poser la Ouais, question et du coup, est-ce que finalement, je mets pas en risque, l'équipe? Est-ce que je mets pas en risque aussi mon collaborateur à pas lui dire, exact, qu'il fonce droit dans le mur et mon et entreprise que de manière, plus et mon large. entreprise parce que ça peut nuire à la performance aussi. Merci Clara Lévy d'être venue nous rendre visite, c'est toujours passionnant. Dirigeante d'MTH Coaching, donner du sens à sa carrière, édition Ellipse. Je ne l'avais pas dit, et c'est votre livre. Merci. Il faut toujours saluer les auteurs parce que c'est un très gros travail. Merci de nous Merci avoir beaucoup. rendu visite et à très bientôt, chère Clara. On tourne une page, tiens, vous l'avez évoqué, l'enjeu du burn-out, c'est cette maladie qui détruit, qui vous empêche de travailler, qui parfois vous coupe de l'emploi définitivement. Comment faire? Comment être accompagné? Comment s'en sortir aussi pour retrouver un second souffle? C'est toutes les questions que l'on va poser dans le cercle RH avec nos invités. Je les accueille dans un instant et c'est notre débat. Le cercle RH, notre débat pour s'intéresser à un sujet qui touche, qui frappe des collaborateurs, des collaboratrices, c'est le burn-out. On en parle beaucoup sur ce plateau. De quoi est-il la cause? La cause des organisations, peut-être, les causes profondes, on y reviendra. Et comment peut-on en sortir? C'est souvent un très long arrêt maladie, une très grande souffrance, et parfois ça coupe définitivement d'un emploi. On change de vie, on change de métier. On fait le point avec nos invités. Bénédicte Costa-Doat, Lamarque, ravie de vous accueillir, autrice de Le Burn-out, une opportunité de transformation intérieure, qui est une très jolie phrase, coach des organisations et conférencière. Je sais que vous y tenez beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et puis vous nous parlerez aussi de ceux que vous avez face à vous et que vous allez accompagner. J'imagine que ce sont des moments difficiles. Aude Nazerola, ravie de vous accueillir. Conférencière vous aussi, dynamiteuse de risques psychosociaux, et je suis allé voir votre TEDx, évidemment, où vous développez un certain nombre de sujets autour de ces enjeux de burn-out et de causes. Vous observez ce phénomène, parce qu'on peut vraiment parler d'un phénomène qui frappe les salariés. Ça vient d'où cette augmentation du burn-out? Pourquoi il y a 40 ans, quand je croisais mon grand-père qui rentrait du travail, il n'utilisait pas ce mot, c'était pas dans son vocabulaire? Pourquoi ce mot est arrivé là et pourquoi ce drame frappe les salariés? Qui veut commencer? Bah, c'est vrai qu'on assiste, enfin, je pense que le burn-out a toujours existé finalement, sauf qu'on posait pas forcément ce mot-là. On n'appelait pas ça comme ça. Moi, je me souviens, mon père, hein, il avait un ulcère à l'estomac. Finalement, il était peut-être déjà concerné, mais à l'époque, on ne le disait pas. Ce qui me paraît évident, c'est qu'on assiste à une intensification du travail, à une complexification et à une accélération. C'est un peu comme le hamster dans la roue. Finalement, la roue, elle tourne de plus en plus vite. Et quelque part, on nous demande de fonctionner comme des robots et on s'étonne quand le robot tombe en panne. Vous êtes d'accord avec cette analyse, je dirais, de l'évolution du monde du travail? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'observe beaucoup, à la fois dans les organisations, que j'accompagne ou même chez les dirigeants, c'est ces logiques d'entreprise
qui sont un peu comme des archétypes principaux qui s'expriment, le guerrier, le héros, etc. Et c'est ça qu'on glorifie, c'est ça qu'on met en évidence et qui est légitime dans l'entreprise. Mais quand les salariés viennent commencer à tirer la sonnette, parfois ils la tirent trop tard, ils sont Mm. quasiment, ils n'arrivent plus à se lever. Mm. Mais parfois il arrive qu'ils tirent la sonnette, ils vont voir le manager et il leur dit, c'est soit un peu compliqué d'expliquer ce qu'on a. C'est quoi? C'est le manager et sa relation qui parfois est polluante, c'est l'organisation en elle-même qui nous fait travailler trop vite, c'est le manque de reconnaissance. C'est quoi les causes, les causes ou les facteurs d'un burn-out? Vous qui observez les phénomènes. En tout cas, dans les facteurs que moi j'observe le plus, bien sûr, il y a l'intensité du travail pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et on a un deuxième facteur qui est très, très présent, c'est le conflit de valeurs. C'est là, on sent quand même qu'il y a une perte de sens dans le travail qu'on fait et qu'on nous demande des choses, hein. Je prends toujours un peu l'exemple du grand écart. Finalement, il y a moi, mes valeurs. Les valeurs, c'est ce qui me guide au quotidien, ce qui est vraiment important pour moi. Et est-ce que je suis dans une organisation qui me permet de nourrir? Alors, on ne peut pas cocher toutes les cases de toutes les valeurs, mais en tout cas, est-ce que celles qui sont vraiment primordiales pour moi, l'organisation me permet d'y répondre? Et souvent, la réponse est non. Donc, ça fait comme un élastique intérieur sur lequel on va tirer et ça peut provoquer ce genre de tension. On a peu de temps dans ce débat. C'est une maladie, le burn-out. Parce qu'on dit souvent au départ, quand on parlait de ces sujets il y a quelques temps, c'est psychologique, c'est un peu une vue de l'esprit. Non, le corps est impacté physiquement. On est brisé, on est bien d'accord. En fait, oui, c'est un épuisement absolument total, physique, nerveux, psychique, physiologique, puisque même au niveau des neurotransmetteurs, il y a un effondrement. Donc oui, c'est un effondrement à tout point de vue. Mais pour revenir sur ce que disait Aude, effectivement, je crois que les entreprises aujourd'hui sont tellement focalisées sur l'image qu'elles ont envie de donner et d'avoir, qui est une image de performance, une image d'innovation, de productivité, que si quelqu'un vient et dit ben, je suis fatigué, Le petit grain je de ne peux sable. pas, j'ai trop de charges, etc., ça n'est pas entendu parce que ça n'est pas acceptable dans l'image que le système veut donner de lui-même, veut Donc, avoir de lui-même. donc l'entreprise expurge ce qu'elle estime être un corps étranger ou un corps qui disrupte la bonne image ou la bonne marche de l'entreprise. C'est bien de ça dont il est question quand même. Bah, cette déshumanisation de l'entreprise, moi je trouve que le burn-out finalement c'est le dommage collatéral acceptable, quoi. Ça finit par être un peu la variable d'ajustement. Ça craque un peu de temps en temps. C'est pour ça qu'on dit, souvent on pense à tort que c'est une fragilité individuelle, pas du tout. C'est le signal individuel d'un système qui dysfonctionne. Oui. Mais est-ce que vous qui observez ces burn-out, qui accompagnez ces personnes en souffrance à se reconstruire, puisque je redis cette phrase, le burn-out, une opportunité de transformation intérieure. Donc, si je lis votre analyse, après cette souffrance souvent extrême qui peut conduire jusqu'à un suicide ou une tentative de suicide, vous dites on peut avoir une deuxième chance. C'est-à-dire, on peut se reconstruire et se réinventer. C'est ce que vous dites dans cette phrase, juste pour que vous nous éclairiez. Alors, je ne dis pas qu'on peut se reconstruire, je dis que le burn-out est l'occasion de continuer à se construire. Ce qui est différent de se dire j'attends la fin du burn-out pour me reconstruire. En fait, le burn-out, l'idée est que la vie est un système intelligent et que quand il nous arrive quelque chose, c'est pour justement qu'on transforme. C'est une grave alerte. On vous dit faites quelque chose. Exactement, quelque chose de soi, des modes de fonctionnement qui nous ont amenés dans le mur, qui sont des signaux individuels certes, mais il ne faut pas oublier ces signaux qui parlent en fait de l'organisation du travail, qui sont les signaux collectifs qui étaient mentionnés. Mais en fait, c'est à travers cette expérience du burn-out qu'en fait on ouvre les yeux sur ses propres modes de fonctionnement qui nous ont amenés dans le mur pour pouvoir en fait s'en défaire et puis et se transformer. C'est en ça que c'est une opportunité. À titre individuel, hein, je ne parle pas de l'aspect collectif. Juste sur on a parlé des causes assez longuement et c'est très éclairant. Est-ce qu'il y a des moyens de le prévenir? Est-ce qu'on peut imaginer une forme de prévention qui puisse nous dire que là, on a des chiffres dans le tiré de cet article de l'optimisme.com, 63% des salariés se sentent potentiellement concernés par cette question de l'état d'épuisement, qui en fait sont les premiers signes d'un burn-out potentiel. Est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'il y a dans les organisations possibilité d'installer des moments d'écoute, des moments d'échange, même des outils qui limiteraient ces burn-out, qui nous coûtent très cher? Il faut préciser que c'est un coût très très lourd pour des milliards d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr. Heureusement, il y a des choses à faire. Le burn-out, c'est le stade ultime du stress chronique. Donc, en fait, quand on a été exposé très longtemps à du stress, il y a plein de signaux qui s'installent. Et si on ne les écoute pas, à un moment donné, on ne sait pas quand, en fonction des ressources de chacun, il va y avoir la phase d'effondrement. Donc, tout ce qui va permettre de limiter les causes du stress dans une organisation
va être bénéfique. Alors, je ne parle pas de la corbeille de fruits et des cours de yoga. On est sur vraiment des actions profondes d'organisation. C'est là que souvent, il y a un amalgame dans les entreprises. Donc, l'entreprise pense bien faire en mettant des fruits et des cours de yoga, ce qui au Ouais. demeurant est très bien, Pourquoi pas? mais c'est pas suffisant. On est d'accord. Exactement. Toucher à l'organisation, c'est pas ça. En fait, une organisation, n'importe quel système, fait en sorte de ne pas changer, même si c'est pas conscient. Donc ça veut dire que tous ces mécanismes, la corbeille de fruits, le cours de yoga, le fait de justifier que oui, on peut pas faire autrement, c'est la charge, ou c'est la nouvelle génération, etc. C'est des mécanismes de résistance au changement, en fait, qui font que l'organisation va s'organiser pour ne pas changer. Je dis une bêtise, plus de femmes que d'hommes touchés par le burn-out, ou on est sur des chiffres équivalents? Parce qu'il y a souvent dans des sujets emploi, on se dit il y a plus d'hommes. Là, j'ai le sentiment que les femmes sont plus impactées. Elles sont plus impactées par ce sujet et frappées donc de plein fouet. Alors, ça ne se voit pas dans les chiffres. Les études montrent que c'est à peu près équivalent, mais on s'imagine que de la charge mentale des femmes qui est très élevée, et aussi le fait qu'elles expriment beaucoup plus les choses que les hommes. D'accord, donc les hommes intériorisent plus. Oui, moi je vois quand j'accompagne des gens, les femmes en ont toujours parlé autour d'elles. Les hommes, je suis souvent moi, la première personne à qui ils en Il y a parlent. une honte chez les hommes. Oui, tout à fait. Ça touche à leur virilité, ou en tout cas, ça montre une faiblesse Oui. que de Exactement. plier le genou. J'ai croisé moi-même récemment quelqu'un qui avait fait un burn-out et qui me disait qu'il était incapable de revenir même et de s'approcher de l'endroit où il avait travaillé. Et j'étais totalement sidéré. Il m'expliquait qu'il ne pouvait plus passer en voiture Mm. devant l'endroit. Ça lui rappelait. Mais c'était mon cas. C'était votre C'était histoire. mon cas, oui, oui, tout à fait. Je ne pouvais plus passer devant l'entreprise, alors que j'aime cette entreprise, hein, que j'ai quittée depuis, mais parce que j'avais envie de prendre mon envol toute seule. Mais au moment du burn-out, je ne pouvais plus passer devant. Moi j'ai une patiente qui a des nausées à chaque fois qu'elle voit le logo de l'entreprise, par exemple. Ouais. Phénomène vraiment de rejet, quoi. Donc c'est Ouais. c'est d'une violence Ouais. inouïe, inouïe. Ouais. Et c'est aussi ce que vous racontez dans votre idée qu'on peut quand même en tirer une opportunité, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes reconstruite pendant le burn-out. J'ai continué à me construire pendant le Vous y burn-out. tenez, on retire Oui, oui, l'heureux. c'est différent parce que ça veut dire que sinon il y a une rupture et Il y qu'après a- on fait quelque chose de nouveau. En fait, on est soi-même et on continue à être encore plus soi-même. Mais C'est ça l'idée. vous qui l'avez vécu, la prévention, si on revenait en arrière, qu'on revenait avant même votre Ouais. burn-out dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter que vous ne viviez pas cette souffrance? En fait, c'est d'entendre ces signaux, entendre les signaux de surcharge, d'incohérence, d'injonction contradictoire. C'est, il faut que tu sois leader, mais en même temps, je te contrains, dans tes décisions, ou, il faut faire plus, mais avec beaucoup moins, ou il faut faire les choses, mais pour avant-hier. Donc c'est des injonctions contradictoires qui mettent en pressurisation. Je pense à Aude Selig, que vous connaissez, je crois qu'elle a écrit un livre et qui est venu sur ce plateau nous en parler aussi, et qui racontait qu'elle avait été, elle, la source profonde, c'est qu'elle pensait avoir le poste de DRH dans l'entreprise où elle était, et qu'on a nommé son stagiaire à sa place, qui n'avait ni les compétences ni l'expérience pour l'avoir. Là, il y a un choc Ouais. terrible, c'est terrible. Donc ça veut dire que il faut que les DRH, les managers, créer des groupes de travail, de parole. Comment on fait concrètement? Parce qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on constate que c'est absolument abominable, parfois ça finit en justice. Le Haut-de-Sélie, ça s'est fini devant les tribunaux. Il n'y a même pas eu de verbalisation humaine. Vous pensez qu'on peut trouver une solution dans l'entreprise où, comme vous dites, c'est un peu un taux incompressible de malades qu'on va laisser partir? Moi, je pense que c'est possible, mais il faut accepter que l'entreprise intègre le critère humain dans ses critères de décision. Et là, il y a un peu de boulot. C'est-à-dire sortir on n'a que le coût, le délai, les résultats à court terme qui comptent. Si on reste là-dessus, effectivement, ça ne pourra pas bouger. Il y a de la casse là. Il y a de la casse et c'est ce qu'on disait, c'est un dommage collatéral acceptable. On ne l'a pas dit, parce qu'à l'époque de votre burn-out, je ne sais pas, l'IA n'était pas encore aussi présente. Non. J'ai aussi le sentiment que l'IA, le numérique, et l'environnement international est un élément de plus, une pierre de plus dans le sac à dos du collaborateur. Vous avez ce sentiment-là, et que ça va augmenter un peu plus encore les Ça n'est burn-out? qu'un élément de plus, mais ça ne justifie rien en plus. En fait, c'est le burn-out, il est le système le symptôme du mode de fonctionnement du système. C'est comme quand on a une infection, on a de la fièvre. Le burn-out, c'est comme la fièvre finalement, mais si on fait que soigner de la fièvre et qu'on ne règle pas l'infection, ça continue. Donc c'est la problématique de la prise en compte et de la prévention du burn-out, c'est de se dire qu'est-ce qui dysfonctionne? Et c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire on peut avoir des bonnes idées de mise en œuvre, de groupes d'écoute, etc. Mais si on ne regarde pas comment ça fonctionne, si on n'accepte pas
de regarder la culture d'entreprise et comment on fonctionne et comment on est à l'origine de ça, en fait, c'est reprendre sa responsabilité en tant qu'organisation On se pour se rassure, dire, c'est tout. on se On rassure, se fait bonne exactement. conscience. Oui. Le coût, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est plusieurs milliards d'euros, ce coût du burn-out, puisqu'en fait, c'est une prise en charge très lourde. Vous avez été prise en charge d'accompagnement Mm. psychologique, et puis ça a fait des dégâts, évidemment, partout autour, la famille, La famille, oui. tout le monde est impacté. Ça a un coût terrible. Vous évoquiez un chiffre tout à l'heure? Non, enfin, les chiffres, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se rend compte que dans le burn-out, les gens mettent la dépression, le Ouais. mal-être, la souffrance, donc c'est pas très précis, mais c'est plusieurs milliards par an. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais entre 2 et 3 milliards par an, et c'est un chiffre qui date déjà pas mal. Mais oui, bien sûr. Et il y a les coûts directs, et puis il y a tous les coûts indirects qu'on voit pas, qui sont au moins 4 fois les coûts directs. Donc, on sait que c'est un gros volume. On le redit, avec des collaborateurs qui ne reprendront, pour une grande partie d'entre eux, ils ne reviendront pas dans l'entreprise. Alors C'est moi, compliqué. j'en connais qui Ouais. sont revenus, mais c'est pas la majorité, parce On est d'accord. qu'effectivement, il y a un process de deuil souvent qui est à faire, et donc c'est plus facile de... Voilà, c'est pas impossible, mais c'est plus facile. Oui, puis comme vous le disiez tout à l'heure, on en veut aussi beaucoup à l'entreprise qui vous a, en tout cas, qui vous a causé ces tourments. Enfin, c'était votre cas. Éventuellement, non, moi, j'en voulais pas à l'entreprise, en fait. Parce que la logique, c'était de regarder ce qui, moi, m'avait amené, et avec mes propres modes de fonctionnement, d'hyper-performance, d'efficacité, d'être professionnel, Qu'est-ce qui etc. vous en reste, vous, aujourd'hui, de ce burn-out? J'ai reconfiguré ma façon de travailler. Je choisis où j'investis mon énergie et je suis guidée par le sens. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je suis revenue, moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que ça reste une belle entreprise. Stigmatiser uniquement l'entreprise n'est pas une solution. Et ça n'aide pas L'herbe celui n'est qui est pas plus atteint. verte ailleurs. On est d'accord. Ça, Il y a c'est une vrai. co-responsabilité entre l'organisation et l'individu. Et en même temps, toujours pour nuancer, c'est compliqué de faire porter la charge aux individus de compenser Oui. un système qui finalement est un peu malade, quoi. Oui, évidemment. La vérité est donc au milieu. Voilà, C'est chacun ça. doit faire sa part. Ouais. Exactement. Mais aussi faire le chemin de reconstruction, de construction. construction. Voilà, je vais me faire tirer les oreilles. Merci Bénédicte Costet-Doat, Lamarque, autrice de Transformation, une opportunité de transformation intérieure. Le burn-out, une opportunité de transformation intérieure, c'est sorti chez L'Harmattan. chez l'Harmattan. Ouais. Et merci à Aude Nazerola d'être venue nous rendre visite, dynamiteuse de risques psychosociaux, conférencière, comme Bénédicte, car vous faites des conférences toutes les deux. Merci de nous avoir éclairés. Merci à vous. Merci. C'est un sujet important sur lequel on parle régulièrement dans notre émission. On tourne une page, c'est un tout autre sujet. C'est le livre de Smart Job, Devenir visible. Ouais, le storytelling, on est tous notre propre produit, et c'est aussi une manière de mieux se vendre, peut-être quand on cherche un emploi, quand on cherche un nouveau poste. Sorti chez Vuibert, Steve Obkuponou est notre invité, c'est l'auteur de ce livre, c'est le livre de Smart Job. Et on termine notre émission avec le livre de Smart Job, Deviens visible. Oui, c'est un enjeu, évidemment. Nous sommes tous un produit, nous sommes tous une marque. Comment utiliser le storytelling pour faire décoller ton business? C'est un livre édité chez Vuibert et j'accueille Steve Okponou. Bonjour Steve. Bonjour Arnaud. Merci Auteur de recevoir. de cet ouvrage. Vous portez quelque part, même vous, dans votre personnalité sur ce plateau, l'idée qu'il faut être visible. Pourquoi il faut être visible aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit? Merci de me recevoir. Il faut être visible dans la société dans laquelle on vit parce qu'en fait, on est dans un monde de surattention. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, déjà que les réseaux sociaux, il y a une consommation où il y a des millions de posts qui se créent tout le temps. La plupart des personnes sont alpaguées par leur téléphone. Et donc, celui qui va retenir l'attention, c'est celui qui aura une meilleure histoire, c'est ce qui va être différent, c'est celui ou celle qui sera différent des autres. Vous vous définissez comme storyteller, et c'est ce que vous racontez aussi dans votre livre. Vous expliquez aussi pourquoi il est important de valoriser son image. Storyteller, c'est quoi? C'est d'essayer d'accompagner quelqu'un pour lui faire émerger quoi? Son histoire, la belle histoire, des choses qu'il n'avait peut-être même lui-même pas fait émerger? Exactement, en fait, storyteller, le storytelling, c'est quelque chose qui est utilisé encore dans le luxe. Et on sait que dans le luxe, c'est le secteur qui connaît le moins de crise, même s'il y a une baisse par rapport à N-1, mais en fait, ils sont tellement des marges qu'ils ne sont jamais en crise. Et donc, c'est ce que moi j'ai appris parce que j'ai travaillé chez L'Oréal, chez le VMH, et j'ai appris vraiment le storytelling, et aujourd'hui, je le mets au service des entreprises. Vous venez du marketing, et le marketing, c'est évidemment une manière de raconter une histoire, de faire rêver pour donner envie d'acheter. Et là, vous basculez du produit à un être humain, à un client, à un homme.
qui devient lui-même son propre produit. Oui. Ça, c'est quand même très nouveau. Avant, c'était le produit, c'était l'objet qui était... Là, aujourd'hui, l'être humain devient un produit. Exactement. Aujourd'hui, l'être humain devient un produit. Aujourd'hui, c'est l'expérience que les gens recherchent. Aujourd'hui, c'est une différenciation. Et avant d'aller sur le personal branding, nous, on vient en amont. Moi, je viens en amont. C'est le storytelling. C'est l'histoire qu'on va raconter. J'ai cette particularité, c'est d'aller chercher quelque chose qui s'est passé dans l'adolescence, avant les 14 ans, qui fait la personnalité qu'on est aujourd'hui. Page 116, Exact. l'exercice des 14 ans. Exactement, Euh, tout à fait. L'idée, c'est plus jeune, quelle personne t'inspirait ou aimais-tu le plus? Ça, c'est des questions que vous posez. Quel discours t'a le plus marqué dans ton enfance? Ça, c'est génial. Oui. Et en fait, vous poussez le cerveau et donc l'interlocuteur à aller chercher, à aller fouiller profondément, d'une manière très lointaine, des choses. C'est bien ça, hein, C'est bien et ça, les faire exactement. remonter. Oui, c'est exactement. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites écrire, vous lui faites raconter? En fait, moi, je fais raconter la personne et ensuite, enfin, nous, on l'écrit, moi, je l'écris de mon côté et je vais lui raconter son histoire. Je lui dis, ben voilà, en fait, il s'est passé cette chose dans cette vie-là qui fait que peut-être tu es cet expert comptable-là. Et entre l'expert comptable A et l'expert comptable B, ce qui va faire qu'en fait, ben, le client il va choisir l'expert comptable B. Ce n'est pas, a priori, ils ont tous les mêmes compétences, mais ça va être la personnalité, ça va être des valeurs qui vont qui vont lui faire penser à ses souvenirs, à ses valeurs à elle, qui va faire que le client ira vers l'un ou l'autre. Sans jamais mentir, puisqu'on parlait de ces Jamais. souvenirs d'avant Non, ça, 14, oui. c'est l'émergence de ce que l'on est. Vous n'êtes pas en train d'inventer un personnage d'un expert comptable qui n'existerait pas ou qu'il s'inventerait. On est Il ne faut d'accord. surtout pas. Donc, en fait, moi, dans le storytelling, on appelle ça le true telling, c'est vraiment dire la vérité et pas mentir, parce que dans tous les cas, ça se saura, parce que quand on va creuser sur une personne qui ment, les années rattrapent toujours. Le livre est passionnant. Vous le destinez à qui, ce livre? Alors, ce livre, il est pour les experts, donc du coup, des experts qui ont une compétence, mais qui n'arrivent pas. Alors, il y a deux types de personnes. C'est des salariés qui n'arrivent pas à réussir dans la vie salariale. Donc, on va les accompagner, ou alors des dirigeants, enfin des salariés ou des dirigeants d'entreprise qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur carrière. Ce qui fait que du jour au lendemain, enfin, moi, ça m'est arrivé. J'étais directeur commercial d'une entreprise de luxe. Du jour au lendemain, j'ai arrêté dans cette entreprise et c'était compliqué d'aller dans d'autres entreprises. Et en fait, si j'avais vraiment travaillé mon branding, ma personnalité, mon storytelling, ça m'aurait beaucoup plus aidé dans d'autres métiers. Et après, pour les entrepreneurs qui veulent aller beaucoup plus loin. Ça, c'est l'étape de, je dirais, de l'introspection presque psychanalytique. On va aller chercher très très loin son histoire et la reconstituer. Puis ensuite, il y a quand même le déploiement de cette histoire. On la met quoi? On fait des vidéos, on se raconte, on l'écrit. Comment ensuite on déploie son image? Alors, dans un premier temps, ça va servir sur le site internet. Donc, ça va servir en fait à raconter vraiment son histoire et plutôt que d'avoir un site internet basique, on reconnaît les personnes. Ensuite, dans les lancements de produits, par exemple, il y a des clients comme Evian sur lequel on va lancer un produit quand on vend de l'eau. A priori, on vend de l'eau. Mais l'histoire qu'on va raconter quand on vend de l'eau, ça ne sera pas la même chose. En fait, montrer combien de temps le process que ça a mis avant de pouvoir le faire. Et après, une fois qu'on a utilisé le site internet, ça va être les vidéos sur les réseaux sociaux où en fait on va raconter son histoire, la même histoire, mais de plusieurs façons différentes parce que comme il y a un travail d'introspection, il y a plein de souvenirs, il y a une réminiscence qui va faire qu'on va mieux la raconter et qu'on va intéresser beaucoup plus de personnes parce qu'il y a une pléiade, une pléthore de sujets. Tournez-vous vers ce livre, vous qui avez envie aussi de valoriser votre image, qui parfois ne savez pas comment le raconter, sentez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, peut-être aussi pour vous qui vous reconvertissez et qui changez de job, qui changez de direction, de service. Tournez-vous vers ce livre sur les enjeux du storytelling avec notre expert. Il est avec nous, Steve Oukponou. Merci de nous avoir rendu visite. Deviens visible, c'est votre livre sorti chez Vuibert. Merci de nous avoir accompagnés et terminer cette émission. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Pierre Lou à la réalisation et merci à Alexis au son aujourd'hui. Merci, restez fidèles évidemment au programme de Smart Job et de Bismart évidemment. Bye bye. Chapeau à vous.